Bonjour, c'est Philippe Giraud. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à des questions que j'ai régulièrement sur la mise en place d'une structure MVC orientée objet. Dans un tuto précédent, j'ai déjà fait la présentation d'une architecture MVC procédurale, simple, une entrée en matière, on va dire. Dans la réalité, les frameworks actuels sont tous développés en programmation orientée objet. C'est donc, a priori, la voie vers laquelle il faut s'orienter. Et je vais donc tenter de le présenter simplement. Alors, comme sur d'autres tutos que vous avez peut-être déjà vus, je vais partir du même petit site d'exemple qui me sert à illustrer les différents sujets. Donc c'est un site très simple avec quelques pages statiques ici. Certaines ne sont même pas rédigées. Une page de galerie pour parler de JavaScript, une page d'à propos pas faite et une page de contact avec des mécanismes d'accès à la base de données, une liste à droite, un formulaire à gauche et en haut un login mot de passe pour pouvoir faire quelque chose à l'intérieur, notamment supprimer des commentaires. Alors, dans les attendus du MVC, on a un contrôleur principal par lequel passent toutes les requêtes. Vous voyez que ici, je me positionne à la racine de l'endroit où j'héberge le site, un dossier qui s'appelle 3W. C'est là que pointerait la racine d'un serveur si on était sur un serveur d'exploitation. Et donc, il n'y a pas de page de mentionner, c'est donc une page index.php. Et si je vais sur une autre page, vous voyez que l'adresse est toujours... il n'y a pas de nom de fichier, donc c'est toujours index.php. Et il y a point d'interrogation et des paramètres, deux paramètres. Un premier paramètre qui s'appelle, dans mon exemple, module, et qui ici a pour valeur contact, et un paramètre qui s'appelle action, et qui contient, toujours dans l'exemple, index. Et ça, ce couple module-action va permettre à cette page index d'aller mettre en place les mécanismes nécessaires pour remplir le besoin, c'est-à-dire l'action index du module contact. Et si je vais sur d'autres pages, la galerie par exemple, ici on affiche la page, on exécute l'action galerie dans un module qui s'appelle page, et en l'occurrence dans mon exemple, ce module s'occupe de gérer toutes les pages statiques regroupées à un seul endroit. Voilà, alors le premier sujet, c'est d'identifier les modules, de quel module, comment on découpe en fait notre application. Dans cet exemple, j'ai identifié trois modules. Un module page, donc, pour gérer toutes les pages statiques. Un module contact, qui va s'occuper de gérer, certes, cette page, mais on va voir aussi des traitements aveugles. Et un module user, parce que j'ai besoin à un moment donné de faire des traitements pour aller voir si le user qui cherche à s'identifier est bien reconnu dans le système. Donc c'est ce qui va baser un peu le découpage de mes dossiers. Donc ma racine 3W, elle est là. Vous remarquerez que, alors je vais replier tout, en l'occurrence ici, qu'au niveau de mes dossiers, donc mon fichier index, il est ici. Je suis dans la zone 3W, et ça veut dire qu'au-dessus, app, core et lib sont donc des dossiers qui sont plus hauts que la racine du serveur web, c'est-à-dire dans une zone inaccessible, et c'est là qu'on peut parler de zone back. La zone front, c'est la zone accessible depuis le front, c'est-à-dire depuis le navigateur web. Et on va retrouver dans cette zone front tout ce qui peut être appelé depuis un navigateur web, c'est-à-dire la page d'accueil, mais après toutes les ressources de type image, JavaScript, jQuery, CSS, puis après des fonctionnalités particulières liées au Bootstrap par exemple. Enfin, ce n'est que du CSS et du JS. Donc tout ça, il faut que ça puisse répondre à des requêtes qui viennent du navigateur web, et donc il faut que ça soit dans la zone publique. Et tout le reste va se situer dans ces trois dossiers, principalement dans le dossier app. On peut considérer que c'est l'application qu'on est en train de développer, et on va retrouver là-dedans le M, le V et le C. On va le détailler tout de suite. Core, un dossier dans lequel on va inclure des fonctionnalités natives de ce qu'on pourrait appeler un début de framework, même s'il est très modeste dans cette version, mais des fonctions qui ne sont pas directement liées à l'application qu'on est en train de faire, mais qui peuvent être réutilisées facilement d'un projet à un autre. Et puis moi j'ai un dossier lib pour réutiliser une fonction, une librairie de fonctions
pratique pour faire plein de choses. Donc là, on n'est pas en objet, on est en fonction PHP tout à fait standard. C'est une librairie qui m'accompagne dans beaucoup de démonstrations et que du coup j'inclus là pour les rendre disponibles. Alors, on va s'intéresser déjà au dossier du cœur du framework. J'ai 4 fichiers dedans. Et je devrais dire 3, en fait, il y en a un qui est un peu temporaire, qui est là, qui ne fait pas grand-chose, qui se contente d'inclure la librairie que je viens d'évoquer. Donc voilà, c'est pour que tous les appels soient regroupés dans le dossier core. Donc core fait un include de ce qu'il y a dans le dossier lib. Donc ce fichier-là n'est pas très intéressant. Les 3 autres sont plus intéressants. On va avoir 2 types de fonctions vraiment réutilisables. On va faire des contrôleurs. Et ces contrôleurs, ils vont tous faire un peu la même chose, dans le sens où ils doivent peut-être récupérer des données, les transmettre au modèle, récupérer la réponse du modèle, appeler la vue, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir faire systématiquement à ce niveau-là. Et puis peut-être proposer des fonctions comme écrire des notifications, enfin voilà, des traitements qui ne sont pas liés directement au contrôleur qu'on va fabriquer, mais qui sont pratiques à utiliser. Et on va avoir un premier fichier qui va définir une classe que j'appelle core controller, pour que les noms soient bien clairs, et qui va par exemple créer les bons attributs, ceux qui vont nous permettre dans chaque classe héritée de celle-ci raccrocher le gestionnaire de vue, raccrocher le modèle qui sera utile. Et puis, donc tout ça est fait au niveau du constructeur de la classe. Et puis, des fonctions après pratiques, comme la redirection. Une redirection, c'est un header location, mais le header location, si je veux pouvoir par exemple le loguer dans un fichier de debug, pour ne pas avoir à le faire à chaque fois, j'inclus ce genre de mécanisme à ce niveau-là. Si j'ai une constante debug, je log quelle redirection s'est passée dans mon programme. Voilà, pareil pour l'appel de la page 404. Ici, c'est juste pour appeler une vue, mais ça me donnerait la possibilité de rajouter des choses ici sans toucher après à l'ensemble des codes à l'intérieur des classes. Mes contrôleurs se contentent de déclencher une méthode core page 404, enfin on peut le dire en français ou en anglais comme on veut, et du coup voilà, je pourrais centraliser du code facilement à ce niveau là. Ensuite 2 fonctions qui permettent de générer et ressortir des messages de notification à l'intérieur de la session. Définir message, on va écrire un texte dans une case de la session. Écrire message, on va ressortir la case la donnée qui est dans la case de la session et on va l'emballer. Alors pour l'instant c'est fait comme ça avec du HTML pour que ça vienne s'intégrer dans le Bootstrap. Il faudrait préférer mettre ça dans un template et que la fonction s'occupe juste de fournir le message. Ça fait partie des améliorations qu'on pourrait imaginer à ce niveau-là. Et puis par exemple, ce genre de fonctionnalité ici qui permet assez facilement de gérer que l'utilisateur connecté a un niveau de droit suffisant pour pouvoir lancer un contrôleur. Donc ça veut dire que quand on est dans un contrôleur, on a une méthode qui s'appelle core restrict level, à laquelle on va passer un niveau. Alors ça veut dire qu'il faut que nos utilisateurs aient des niveaux. Alors 0, on peut considérer que c'est un utilisateur qui ne serait pas enregistré. 1, quelqu'un qui serait utilisateur enregistré mais avec peu de droits. 2, un admin, voilà. Et puis du coup, on pourra dire cette page, elle est réservée à tous les utilisateurs dont le niveau est supérieur ou égal à 2. Et donc si l'utilisateur est logué avec un niveau de 1, il sera refusé, il sera redirigé vers un module action, ici, par un core redirect, vous les apercevez ici. Voilà, ça c'est pour ce qu'on trouve dans core controller. Dans core model, ici, alors le core model, c'est la classe qui va permettre d'enclencher la connexion PDO. On ne va pas le faire dans chaque classe applicative, donc on va le faire une fois pour toutes. J'ai géré ça ici dans le constructeur de la classe. Donc ma classe s'appelle core model. On va chercher des paramètres dans un fichier. On initialise la connexion PDO. On teste si ça se passe bien ou pas bien, et si ça se passe mal, on va vers une fonction générique qui affiche un message d'erreur selon la configuration. Vous avez la fonction juste en dessous. Si je suis en mode debug,
j'affiche le message rendu par l'exception PDO. Si je ne suis pas en debug, j'affiche juste un message très sobre parce que je n'ai pas forcément envie de donner des informations techniques à l'utilisateur s'il rencontre cette erreur-là. Bon, ça c'est des utilitaires, on va dire. Là, vous avez une fonction plus intéressante dans un core model qui permet de traiter la requête select et de rendre un fetch all. Donc ici, ma méthode s'appelle core table all. All parce qu'on va faire un fetch all sur une table. Cette fonction est limitée à ça. Elle prend deux arguments, la table que l'on veut interroger et des options. Dans ces options, on va pouvoir retrouver les noms des colonnes. On va pouvoir retrouver l'order by, pouvoir retrouver le sort, on va pouvoir retrouver l'offset et la limite ici, de façon à pouvoir paramétrer un petit peu la requête que l'on fait. Puis donc on constitue cette requête en fonction des options qui sont transmises. J'ai des mécanismes qui loguent toujours si on est en mode debug dans un fichier. C'est accessoire mais c'est pratique. Je vous ferai voir le résultat que ça donne. Puis ensuite on lance la requête et on fait le fetch all. On clôt le curseur parce que c'est quand même plus propre. Et on fait un return du fetch all. Et toujours pareil, dans les cas où ça se passe pas bien, et on sort en erreur technique grave. Parce que si on n'a pas pu exécuter la requête, a priori, c'est quand même pas très bon signe pour le serveur. Donc on s'arrête brutalement, on ne cherche pas à aller plus loin. On pourrait imaginer une redirection vers un autre module ou la page d'accueil ou je ne sais pas quoi, mais enfin bon, a priori, si le serveur MySQL ne répond pas, on a peu de chances qu'il réponde pour la requête suivante. Une autre fonction ici pour la suppression d'une ou plusieurs lignes dans la base de données en passant une valeur sur une colonne donnée. Donc c'est un delete from la table where une colonne égale une valeur. Une valeur de type int, c'est la contrainte puisque j'utilise le typage du PDO. Donc bon, on pourrait rendre tout ça paramétrable, hein, mais après, moi je suis pour une certaine limite. Si après le passage des paramètres dans une fonction générique est aussi compliqué que d'écrire la requête elle-même, je trouve qu'après ces fonctions de core ne sont plus très intéressantes. Donc je prévois des fonctions assez simples qu'on utilise assez souvent. Hein. Le delete, on le fait souvent sur une clé primaire. La clé primaire, elle est très souvent int. Donc, ce genre de fonction est pratique. Si par contre, je veux une fonction beaucoup plus fine, eh ben, je l'écrirai directement dans mon modèle applicatif. A priori, écrire des requêtes SQL, c'est quand même pas si compliqué que ça. Un développeur est normalement capable de le faire. Si par contre il faut remplir des tableaux dans des tableaux dans des tableaux parce qu'on a des options à passer un peu dans tous les sens, je trouve que c'est lourd et pas très utile. Voilà. Et parfois plus compliqué à débugger. C'est un avis personnel, certains frameworks vont beaucoup plus loin dans la démarche. Ça veut dire que d'autres ne pensent pas tout à fait comme moi. Voilà, et puis la troisième classe, c'est la classe load, qui est une classe qui s'occupe de gérer l'affichage des vues. La méthode principale, c'est celle-ci. Elle affiche une vue dans un module donné. Donc en fait c'est une construction de dossier pour aller chercher, pour faire l'include du bon dossier, du bon fichier dans le bon dossier, en fonction du nom de la vue et du nom du module. Voilà, donc c'est assez simple. Et puis si on ne trouve pas le fichier, eh ben, ça veut dire qu'on est sur une page 404. Alors une page 404 gérée par le programme, hein, c'est pas une 404 rendue par Apache. Mais c'est quand même une page qu'on demande qui n'est pas présente sur le serveur, donc ça correspond quand même à ça. Voilà, et puis une petite fonction qui permet, en l'appelant dans les menus, on verra ça dans le header, de mettre la classe active sur l'option du menu de la page qui est en cours d'affichage. Et puis une fonction qui permet d'afficher le cookie, enfin le message sur l'utilisation des cookies. Je vous renvoie à un autre tuto que j'ai en ligne sur le sujet et qui vous montrera comment ceci est fait. Voilà, je fais des tutos de 15 minutes, donc je vais m'arrêter là. La suite dans un deuxième épisode. À bientôt.